bonjour à tous sur la ligne présentement. On veut juste commencer la réunion. On va laisser les gens rentrer tranquillement, puis après, on va débuter d'ici une minute environ. Pour ceux qui se joignent à nous, je veux juste aviser qu'on va attendre une minute au maximum pour que le plus de personnes possible se joignent pour débuter la présentation. Et par la suite, on va débuter. Si ça va à tout le monde, je suggère qu'on débute. On a un temps accordé, puis on tient à ne pas le dépasser. De toute façon, on enregistre la rencontre. Donc, merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment content de vous accueillir à ce webinaire qui représente la première étape d'un projet un peu plus large sur lequel Carousel souhaite avancer au cours des prochains mois. Avant de commencer, et là, j'autorise les gens au fur et à mesure, avant de commencer, quelques indications techniques. Vos micros vont être fermés pour la durée du webinaire. Si jamais vous avez des questions en cours de route, vous pouvez utiliser la section Q&A qui est en haut de votre écran. C'est moi qui va prendre connaissance de vos questions et qui va les adresser aux intervenantes. Je vais tenter d'assurer une diversité dans les questions et si jamais on n'a pas le temps de répondre à tout aujourd'hui, je vais me charger de faire un suivi par courriel au besoin. Vous êtes également les bienvenus à garder votre caméra ouverte si vous le souhaitez. C'est toujours plus intéressant quand on parle à des gens devant nous. Le webinaire est présentement enregistré pour des fins de réécoute et de formation aussi pour mes collègues chez Carousel qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui. Plus tard, vers la fin, je vais vous inviter à répondre à 3 petites questions en mode virtuel. Vos réponses vont vraiment m'aider à prioriser les prochaines étapes de ce projet et à cibler ce qui semble le plus concret pour vous et le plus pertinent à développer pour l'appliquer dans vos entreprises. Donc aujourd'hui, on a 2 intervenantes. D'abord, je vais débuter avec Sophie Labonté du programme Éco-emballage plus, un programme financé par le FAQDD, le Fonds d'action québécois pour le développement durable. Elle va nous présenter les offres d'appui disponibles pour vous. D'ailleurs, ce projet incluant ce webinaire est financé en partie par le programme Éco-emballage plus. Et j'aimerais également annoncer que mardi prochain, Emballage Carousel fait le lancement d'une série nommée Emballage Mission durable, qui est un peu notre quête, notre exploration pour inspirer le passage à l'action, identifier les bonnes pratiques, tracer le chemin vers une plus grande circularité dans le monde de l'emballage. Ce projet a aussi reçu l'appui financier du programme Éco-emballage plus et notre deuxième intervenante, Anne-Marie Boulay, a participé pour un sujet dans un épisode. Donc, merci beaucoup au programme Éco-emballage plus. Je vous invite à vous abonner aux réseaux sociaux d'Emballage Carousel pour ne pas manquer ce lancement. Et Sophie, je te donne la parole. Merci Valérie, bien, merci beaucoup de l'invitation aujourd'hui. Juste un petit mot, là, je ne peux pas prendre beaucoup de temps. Je sais que le CIREG a vraiment une belle présentation pour vous ce matin. Donc, simplement vous rappeler que le Fonds d'action québécois pour le développement durable, le FAQDD, c'est beaucoup plus simple. En fait, on est là pour vous aider de tout niveau au niveau des subventions en développement durable. Donc,
On est un OBNL situé à Québec, que ça fait plus de 25 ans également là, qu'on est dans le milieu. Donc, nous offrons entre autres le programme Éco-emballage plus que la plupart d'entre vous, j'imagine, connaissent maintenant. Ça fait déjà 3 ans qu'il est en branle, qui roule bien avec les entreprises alimentaires. Donc, sachez que c'est toujours possible de déposer, si vous êtes une entreprise alimentaire, dans le volet 1, volet individuel. Donc, c'est certain qu'on essaie de faire des plus petits projets à cette date-ci, étant donné que le programme se termine le 1er février 2026. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter pour le programme Éco-emballage plus. Mais sachez aussi qu'on a d'autres programmes, dont le Fonds Éco-Leader également, qui est très populaire pour les entreprises qui souhaitent adopter des pratiques d'affaires responsables, des technologies propres également. Donc, sachez qu'il y a plusieurs volets, plusieurs montants de disponibles et nos subventions sont généralement couvertes à 75% des dépenses qui sont admissibles dans les programmes. Donc, il y a des belles opportunités pour vous si vous avez besoin. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez un beau projet en tête. Donc, je vous laisse la parole, les filles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Je vais mettre en évidence notre prochaine. Je cherche mon mot, j'ai juste le mot en anglais. Je vais switcher au prochain. Donc, Anne-Marie Boulay, professeure à Polytechnique Montréal et directrice générale du Consortium international de recherche sur l'analyse de cycle de vie, le CIREG, pour vous présenter les résultats de l'étude qu'ils ont menée suite à une discussion qu'on a eue ensemble. Pour vous donner un peu de contexte, quand je me suis assise avec Anne-Marie et Sarah, la directrice générale du CIREG, je leur ai posé une question que je croyais simple. Comment une entreprise comme Emballage Carrousel, qui distribue des milliers de produits auprès de 20 000 clients par année, comment on peut mieux comprendre et mieux transmettre la bonne information d'un point de vue performance environnementale de l'emballage? Ça, c'était même avant les nouvelles directives du Bureau sur la loi de la concurrence sur encadrer pour ne pas faire d'éco-blanchiment. Fait que c'était avant. On voulait vraiment s'assurer de véhiculer des attributs environnementaux justes, éviter toute confusion, mieux comprendre quelle matière pourrait être à prioriser selon certains usages ou certaines situations. Pour nous, c'était ça l'essentiel. Donc, je vais laisser Anne-Marie présenter le résultat de leur recherche. Et je vous rappelle qu'à la fin, je vais avoir 2, 3 questions pour vous poser et mieux aligner sur le sujet et les suites du projet. Anne-Marie, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Valérie. Merci de l'invitation et merci à tous d'être là. Juste être certaine, vous m'entendez bien, vous voyez bien mon écran? Tout à fait, je confirme. Parfait. Donc voilà, comme l'a indiqué Valérie, je vais vous présenter les résultats de cette étude au sujet de ce que nous dit l'analyse du cycle de vie sur les meilleurs choix d'emballage alimentaire afin de minimiser notre empreinte environnementale, particulièrement en prenant en compte le contexte québécois et canadien. Puis je veux ici mettre en évidence la contribution de Jérôme Lavoie et Catherine Houssard qui ont réalisé l'étude et créé la majorité du contenu que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais brièvement me présenter et présenter le CIREG si vous ne nous connaissez pas. Je vais faire un mini cours de l'approche cycle de vie en une diapositive pour être sûr que tout le monde comprenne d'où viennent ces constats et comment se base la méthodologie pour tirer ce type de conclusion. Puis ensuite, je vais passer en revue les enseignements de l'analyse du cycle de vie par rapport aux différents attributs d'emballage alimentaire qui ont été évalués. Puis, je vais terminer avec une conclusion. Je vais vous rappeler les grands messages et parler des pistes pour la suite. Donc, je suis professeure au département de génie chimique de Polytechnique Montréal et ma formation est en génie chimique, également au bac à la maîtrise aux études supérieures. Et je suis détentrice de la chaire de recherche du Canada sur les impacts des plastiques dans l'environnement. Donc, vous voyez le lien avec l'emballage et vous allez voir, j'ai même une petite diapositive sur ces travaux de recherche et le lien avec les conclusions dont on va discuter aujourd'hui. Puis, je suis co-titulaire du Consortium international de recherche sur l'analyse du cycle de vie et la transition durable, qui est l'unité de recherche principale, en fait, du CIREG. Donc, qu'est-ce que le CIREG? C'est un centre de recherche. On est une cinquantaine, soixantaine même,
la majorité basée sur le site de Polytechnique Montréal, mais en fait, on regroupe 4 universités, 2 à Montréal et 2 en Suisse, avec le PFL et HESSO, donc on est un centre international. Et nos activités se recoupent en 3 catégories, donc des activités, bien sûr, de recherche, avec des chercheurs et des étudiants au cycle supérieur. On a un service d'experts qui agit un peu comme un service de consultation auprès du privé, du public. Et on fait bien sûr de l'enseignement et des formations, que ce soit en milieu universitaire ou en milieu professionnel. Notre plus grosse unité, comme j'ai mentionné, c'est le Consortium international de recherche sur l'analyse du cycle de vie et la transition durable, qui est un partenariat industriel avec la douzaine d'entreprises et de gouvernements que vous voyez ici, dans le cadre duquel on assigne une partie spécifique de nos activités de recherche à des questions qui leur est propre. On les accompagne aussi dans leur réflexion par rapport aux métriques de durabilité et au chemin de transition à l'intérieur de leurs entreprises. Et donc, on soutient les décideurs en développant de la recherche opérationnelle, où on est sûr de s'ancrer dans le terrain pour que la recherche qu'on fait, même qui est plus fondamentale, va dans la bonne direction pour bien outiller les décideurs avec des métriques de durabilité. On existe depuis 2001 et puis je vous laisse regarder là, rapidement en bas ici les différents domaines d'expertise dans lesquels on œuvre. Donc, l'analyse du cycle de vie est le fondement de nos métriques, mais ça va au-delà de l'analyse du cycle de vie avec des aspects comme l'économie circulaire, l'écologie industrielle, les empreintes carbone, les calculateurs input-output, etc. Donc, ceci dit, l'analyse du cycle de vie étant donc au cœur de notre expertise, c'est aussi la base des constats que je vais vous livrer aujourd'hui. Donc, je vais vous donner voilà, la petite capsule. Qu'est-ce que l'analyse du cycle de vie? S'il y en a qui ne connaissent pas, et peut-être un rappel pour ceux qui connaissent déjà. Donc, en analyse du cycle de vie, déjà, c'est un outil qui sert à évaluer les impacts potentiels sur l'environnement afin de comparer différentes solutions possibles et guider la prise de décision quant à la meilleure façon de venir remplir une fonction. Donc, souvent, on va comparer des objets ou des produits en analyse du cycle de vie, mais il faut garder en tête que ce qu'on veut comparer, ce n'est pas un produit avec un autre, c'est bien leur capacité à remplir leur fonction. C'est ce qui nous permet de comparer des produits divers avec une plus ou moins grande durée de vie ou de comparer un produit réutilisable avec un produit jetable, par exemple. On vient vraiment comparer la capacité à remplir la fonction. Et on fait cette comparaison sur la base de tout le cycle de vie. Quand on parle du cycle de vie, on va parler de l'extraction des matières premières, de la fabrication du produit, sa distribution, la phase d'utilisation avec donc le consommateur et la fin de vie de ce matériau, ce produit en particulier. Et à chacune de ces étapes-là, on vient vraiment regarder et construire notre système de produits avec des petites boîtes. Chaque boîte représente un processus qui est nécessaire dans cette étape du cycle de vie. Et une boîte va représenter que ce soit une étape industrielle ou même une phase d'utilisation à la maison. Et dans tous les cas, il va quand même avoir donc des ressources naturelles qui vont être consommées et des émissions qui vont être faites à l'environnement, que ce soit à l'air, à l'eau ou au sol. Donc, et c'est ça qu'on va venir comptabiliser en analyse du cycle de vie. Toutes les entrants et les sortants de chacune des étapes du cycle de vie. Ce qui nous fait ici construire ce que vous voyez écrit en orange. En fait, je vais plutôt ici, j'imagine que vous allez voir ma souris, ça va m'être utile. Donc, ce qu'on voit ici en orange, c'est ce qu'on appelle l'inventaire du cycle de vie. Donc, la liste de tous les entrants, toutes les ressources consommées, toutes les émissions polluantes pour tout le cycle de vie qui servent à remplir la fonction du produit étudié. Ultimement, ce qu'on veut, c'est pouvoir comparer des alternatives. Donc, on vient ensuite convertir cette liste-là d'entrants et de sortants en impact. On peut le faire ce qu'on appelle au niveau catégorie d'impact ou problème, où on va venir quantifier vraiment le poids de cette émission-là sur une problématique spécifique, comme le réchauffement climatique, bien sûr, mais aussi l'acidification, l'eutrophisation, la toxicité.
Et on vient ici quantifier, j'aimerais dire, tous les impacts environnementaux possibles, mais plutôt tous ceux qu'on est pour l'instant capable de quantifier. Et d'ailleurs, dans le cadre de mes projets de recherche, moi, ce que je fais, c'est de m'assurer que dès qu'on est capable d'en quantifier un qu'on avait peut-être oublié ou omis ou dont on était incapable de le faire auparavant, ben, ça vient s'ajouter à la liste pour pouvoir comparer, non pas des éléphants avec des pommes, mais venir ramener ça dans des unités comparables. Puis on peut se limiter à une comparaison ici sur les catégories d'impact, mais on peut aller plus loin en venant voir à quel point est-ce que ces impacts-là contribuent aux dommages sur les aires de protection. Et ultimement, ce qu'on cherche à protéger en analyse du cycle de vie, c'est donc la santé humaine. C'est légèrement anthropocentré comme méthode, hein. On veut bien sûr se protéger, notre santé, également la qualité des écosystèmes en termes de nombre d'espèces qui vont être affectées et également la consommation de ressources et les services écosystémiques. Donc, souvent, dans les résultats que vous allez voir, puisqu'on s'appuie beaucoup sur des analyses du cycle de vie, vous allez voir souvent des résultats en catégorie de soit santé humaine, qualité des écosystèmes, ressources ou également changement climatique, puisqu'ils peuvent parfois se retrouver au niveau de l'impact dans certaines méthodes, puis des fois, on les amène au niveau dommage. Donc, surprenez-vous pas si vous les voyez également dans les résultats. Puis sachez que l'analyse du cycle de vie permet également d'agréger ça dans un seul score unique lorsqu'on vient y ajouter des choix de valeurs personnelles, mais on ne va pas voir des résultats comme ça aujourd'hui. Et finalement, dernière chose, cette méthodologie-là, elle est encadrée par des normes ISO 14040 et 14044 avec les 4 étapes principales donc, qui ont été décrites ici. Définir les objectifs et le champ de l'étude. Donc, qu'est-ce qu'on veut évaluer, pourquoi, pour qui, avec quoi on va comparer ça. Faire l'inventaire, donc cette liste de substances en orange. Venir caractériser les impacts du cycle de vie. Donc, ce qu'on a fait ici en vert et en mauve. Et ensuite, venir interpréter les résultats et voir si on avait bien l'information suffisante pour venir tirer des conclusions. Ou si on doit retourner à la table à dessin et aller chercher plus d'informations. Donc, c'est des normes qui viennent cadrer les bonnes pratiques sur cette comptabilisation et les façons de faire, particulièrement en plus si on veut communiquer par rapport aux résultats obtenus. Voilà le petit cours analyse du cycle de vie en 3 minutes. Avec ça, donc, les raisons derrière l'étude, comme le mentionnait Valérie, c'était vraiment des interrogations de la part de Carrousel qui voulait comprendre, en fait, parmi les différents attributs qu'on peut voir associés à un emballage alimentaire particulièrement, lesquels sont pertinents, lesquels mettent vraiment en valeur une meilleure performance environnementale ou lesquels peuvent plutôt se rapprocher de ce qu'on appelle du greenwashing ou de l'éco-blanchiment. Donc, il y avait plusieurs attributs sur la table. Ceux que vous voyez ici dans la liste de gauche sont ceux qui ont été retenus, étudiés et dont je vais vous parler aujourd'hui. Puis, il y en avait d'autres ici dans la liste de droite qui n'ont pas été étudiés plutôt par manque de données ou de temps ou d'informations pour pouvoir les couvrir de façon adéquate. Dans notre évaluation, on va toujours se baser sur la méthode d'analyse du cycle de vie, étant vraiment considérée comme l'approche la plus complète et la plus pertinente pour faire cette évaluation globale de la pertinence environnementale d'un emballage, parce qu'on veut comparer justement pas seulement sa fin de vie, sa propension à remplir une ou l'autre de ses attributs, mais vraiment sa performance totale par rapport aussi à la fonction que l'emballage livre et aux impacts associés à sa fabrication, sa gestion de fin de vie, etc. Donc, je voulais commencer avec la perception et la réalité par rapport à l'emballage. Tout d'abord, souvent l'emballage va avoir une plus grande perception problématique dans le public que ce que c'est vraiment, surtout par rapport à l'impact de l'aliment emballé. Si on prend le fameux exemple du concombre emballé dans son film plastique, les consommateurs vont souvent être choqués du fait qu'on va emballer chaque concombre dans un film plastique, alors que ce film plastique-là représente dans ce cas-ci environ 1% de l'empreinte totale de l'aliment emballé. Puis c'est important de mettre ça en perspective, puisque le rôle de l'emballage est de préserver l'aliment. Donc, on veut regarder l'emballage dans son rôle d'éviter les pertes alimentaires et dans l'empreinte environnementale du produit qui l'emballe.
Et dès qu'on va avoir des pertes alimentaires, dans certains contextes, comme on va voir, ça vient ici contrebalancer l'effet de la production de l'emballage. Par contre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. De un, parce que ça reste un levier d'action possible pour venir réduire les impacts environnementaux et c'est des acteurs différents de ceux qui vont venir produire ou consommer la nourriture. Et il y a d'autres catégories de nourriture pour lesquelles l'impact de l'emballage va avoir une plus grande part dans le bilan complet de l'aliment, notamment tout ce qui est boissons alcoolisées. Ici, on voit ça peut aller jusqu'à 40% de l'impact environnemental de la boisson qui est associé à son emballage. L'eau embouteillée également, c'est très élevé. Puis sinon, ça va vraiment être du cas par cas par rapport à la proportion de l'impact environnemental de la denrée alimentaire qui est emballée, qui est associée à l'emballage. Ce qui est intéressant est démontré ici dans un rapport qui a été fait par l'analyse, par l'initiative du cycle de vie de l'UNEP, donc le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a évalué justement toutes les analyses du cycle de vie qui étaient faites par rapport à des emballages alimentaires. Donc vraiment une méta-analyse et qui les a classifiées par rapport au type d'aliments emballés pour déjà tirer des grandes conclusions. Puis ici, c'était vraiment au niveau planétaire, donc c'est pas spécifique au contexte canadien ou québécois, pour voir quelle catégorie d'impact, quelle catégorie d'aliments demande des réflexions différentes par rapport à l'emballage. Puis, dans les facteurs influents, il y avait le comportement du consommateur et également le type de système de gestion de matières résiduelles en place. Donc, moi, on a extrait ces conclusions-là mise en contexte pour un système de gestion de matières résiduelles qui est considéré comme performant. Donc, par rapport à la planète, on pourrait dire que le système au Canada est performant et avec un type de consommateur qui est intéressé à avoir le bon geste et une législation qui serait propice. Juste pour vous guider dans comment on a extrait ces recommandations-là, mais ça reste que pas tout ce qui est tiré ici comme conclusion va être applicable quand on va venir creuser plus en détail dans les prochaines minutes. Mais une première catégorie d'aliments qui a été identifiée, c'est donc tout ce qui est produits réfrigérés, notamment viande, produits laitiers et desserts et mets préparés. Pour ce qui est de la viande, ici, la priorité absolue, c'est de réduire le gaspillage alimentaire. C'est pas sur la viande là qu'on doit venir faire de l'optimisation de l'emballage au risque de peut-être causer plus de pertes alimentaires, puisqu'on va perdre tous les avantages environnementaux si on a un petit peu de pertes alimentaires additionnelles causées par un emballage différent. Donc, la priorité ici, c'est vraiment d'avoir des emballages qui prolongent la durée de conservation. Et dans les recommandations, il parlait d'emballage biosourcé ou biodégradable pour permettre le co-traitement des déchets alimentaires, mais on va voir que ça va peut-être moins s'appliquer chez nous. Pour les produits laitiers et les desserts et mets préparés, ça va être une balance entre soit réduire au maximum le gaspillage alimentaire ou réduire les matériaux de l'emballage. Et ici, ça va vraiment dépendre du contexte et de l'aliment qui est en cause. Pour les produits frais, dans le cas des fruits et légumes qui sont prêts à manger ou qui sont plus fragiles, ici aussi, réduire le gaspillage alimentaire va être une priorité, donc de façon similaire à la viande. Par contre, pour les fruits et légumes complets, ici, on peut se permettre d'éviter les emballages pour les fruits et légumes qui sont vendus en vrac, idéalement les transporter dans des caisses en plastique réutilisables ou des boîtes en carton à haute teneur en matière recyclée. C'est ce qui est optimal pour ce type d'aliments. Et pour ce qui est produits secs ou stables à longue conservation, donc des aliments stables, on va vouloir favoriser un emballage qui est consignable si les retours vont être nombreux et qu'on va avoir une logistique qui est bien optimisée, ou encore avoir un emballage à haute teneur en matière recyclée. Alors que pour les aliments secs qu'on peut vendre en vrac, on va vouloir donc favoriser l'élimination de l'emballage et une vente de produits en vrac, à condition que le transport en vrac du produit soit efficace d'un point de vue matériel. Donc, on peut avoir des caisses en plastique réutilisables ou des boîtes en carton à haute teneur en matière recyclée. Donc, vraiment une lentille différente à travers laquelle regarder selon le type d'aliment.
Maintenant, ça, c'était de façon générale dans cette étude-là. C'est un rapport qui est public que vous pouvez aller consulter. Maintenant, si on se penche sur les attributs que nous avons regardés spécifiquement dans le contexte québécois et canadien. Je vais commencer par regarder ensemble le contenu recyclé versus recyclable, comme donc deux attributs qu'on regarde un peu en même temps pour les mettre en perspective parce qu'ils sont en fait très différents du point de vue du potentiel théorique de l'attribut versus son bénéfice environnemental réel que procure l'attribut de contenu recyclé. Donc, quand on parle en contenu recyclé, les bénéfices environnementaux sont immédiats et sont mesurables parce qu'ils contiennent déjà moins de matières premières vierges. Ils ont donc produit moins d'émissions aussi lors de la production. Par contre, le contenu recyclable, on va parler ici de bénéfices environnementaux futurs et quand même hypothétiques parce qu'elles vont dépendre des conditions de tri, du comportement de l'utilisateur, de la collecte, de la pureté des flux de matière et de la rentabilité économique du recyclage. Donc, c'est sûr que d'avoir un matériau recyclable est nécessaire pour éventuellement avoir du contenu recyclé. Par contre, quand on a du contenu recyclé, ça a déjà été mis en place et le bénéfice est déjà intégré à notre emballage. Donc, l'attribut recyclable peut présenter un plus haut risque d'éco-blanchiment en mettant de l'avant un bénéfice qui n'a pas encore eu lieu et qui reste encore incertain. Autre chose, donc, par rapport au contenu recyclé versus recyclable, vous allez voir quelques graphiques qui viennent de cette étude-là ici, qui a été réalisée par Vendry et collègues en 2020, qui montrait que si on compare le contenu recyclé par rapport au contenu non recyclé du même matériau, on va dans le vert ici dans la figure A, ça veut dire que le contenu recyclé était toujours bénéfique par rapport au même matériau sans contenu recyclé. Par contre, si on venait regarder ici du contenu recyclé par rapport à différents matériaux, là ici c'était moins avantageux. Donc d'autres matériaux pouvaient par contre être plus avantageux que le même matériau en contenu recyclé. Donc il reste ici des nuances à apporter. Mais par contre, si on regarde le contenu recyclable par rapport à différents matériaux, le contenu recyclable, lui, n'était jamais avantageux vraiment, à part à quelques exceptions près, par rapport au contenu recyclé. Donc, c'est pas grave si vous ne comprenez pas toutes les nuances des graphiques, vous pourrez aller creuser dans l'étude. Ce qui est à retenir, c'est que le contenu recyclé démontre toujours une amélioration, alors que le contenu recyclable, ce n'est pas le cas et de différents matériaux peuvent être plus avantageux que juste avoir l'étiquette contenu recyclable. Donc, ces mêmes collègues-là, ils ont vraiment identifié que le contenu recyclé, c'est le seul attribut qui peut être considéré vraiment comme un bon prédicteur d'une empreinte environnementale qui est réduite pour les emballages alimentaires. Et comment aller chercher son plein potentiel de cet attribut-là. Donc, c'est de réduire la contamination en misant sur une meilleure éducation des consommateurs et l'amélioration des procédés de recyclage pour vraiment avoir une utilisation accrue dans le domaine alimentaire. Donc, ça peut vouloir dire explorer des boucles de recyclage fermées pour un secteur. Standardiser, simplifier les matériaux, aller vers donc faciliter le recyclage et accroître la disponibilité des matières premières recyclées, aller vers du monomatériel. Et voilà, ça c'est pour le contenu recyclé en soi. Pour le contenu recyclable, donc non, selon l'étude, ça ne montre pas un prédicteur fiable d'une empreinte environnementale réduite. Par contre, on peut mettre en place des conditions qui permettent que cet attribut-là pourrait éventuellement atteindre un plus grand potentiel de réduction d'impact, ce qui veut dire assurer un recyclage effectif des emballages grâce à une participation des consommateurs et des systèmes de collecte de tri performants et d'améliorer les processus de recyclage pour maintenir une bonne qualité de matériaux recyclés. Et finalement, donc favoriser l'éco-conception en simplifiant la composition des emballages, encore une fois ici matière unique, donc monomatériaux, peu d'additifs, une taille adaptée,
et s'assurer d'adapter les emballages aux infrastructures locales. Donc ça va revenir au cours de la présentation. On veut s'assurer que l'attribut en question sur lequel on mise soit bel et bien réalisable dans le contexte des infrastructures locales. Et on veut toujours minimiser le transport des déchets ou des traitements complexes qui vont venir réduire les bénéfices environnementaux à ce moment-ci du recyclage. Passons maintenant à l'attribut biosourcé. Donc, je vais commencer par parler de biosourcé comme très différent de biodégradable. Et si on regarde juste l'attribut biosourcé en soi, c'est pas une panacée. Et il y a également des impacts négatifs associés au fait de biosourcer. Donc, autant un emballage biosourcé, parfois, il va même avoir des impacts plus élevés parce que biosourcé veut dire utilisation des terres, peut-être déforestation, impact associé à l'agriculture via l'eutrophisation, l'utilisation d'engrais, etc. Donc, c'est pas un attribut qui en soi est un gage d'empreinte plus faible. Et je vais aussi bien faire la distinction entre biosourcé et biodégradable. Donc, si on prend un même matériau, un plastique, un plastique peut être biosourcé et biodégradable, typiquement le PLA, PHA, TPS, on va y revenir. Mais on peut avoir du biosourcé non biodégradable et on peut avoir du pétrosourcé biodégradable. Donc, on peut avoir les plastiques conventionnels qui sont biosourcés et on peut avoir des plastiques biodégradables qui n'ont pas été biosourcés. Donc, c'est vraiment des attributs à déjà analyser de façon individuelle, puis après, je vais les regarder ensemble pour comparer, par exemple, du carton qui est à la fois, bien sûr, biosourcé et biodégradable. Donc, pour le biosourcé en soi, c'est pas un bon indicateur de performance environnementale lorsqu'on regarde le même matériau, version biosourcée et version pétrosourcée. C'est ce qu'on vient voir ici. Donc, le fait qu'on ait plus de rouge vers la gauche nous fait dire que dans la majorité des catégories d'impact, ça ne va pas nous amener une meilleure performance environnementale que le matériau soit biosourcé. Le carton et le papier sont bien sûr des matériaux biosourcés phares et leur performance environnementale va dépendre par rapport au plastique pétrosourcé selon le contexte et l'application. On va regarder un petit peu plus loin de quoi il s'agit. Puis, un emballage biosourcé va bel et bien, oui, capter du carbone pendant la période de croissance de la source de carbone, donc de la plante ou de l'arbre. Mais il pourra être remis à l'étape de fin de vie et parfois même sous forme de méthane selon le processus de fin de vie. Donc, si on prend du CO2 de l'atmosphère et on le remet en forme de méthane, on y perd ici côté changement climatique, parce que le méthane a environ 30 fois plus de potentiel de changement climatique que le CO2. Donc, c'est pour ça que le contexte va être très important de la fin de vie de ce matériel-là biosourcé. Et les emballages plastiques vont souvent requérir moins de matières premières et d'énergie aux étapes d'extraction et de fabrication que d'autres emballages biosourcés. Donc ça aussi, souvent, ça va venir jouer en faveur du matériel plastique pétrosourcé. Ensuite, on peut avoir différents points de vue par rapport au fait qu'on devrait peut-être tout simplement arrêter d'extraire du pétrole, par exemple, ou, ou de ne pas utiliser du plastique pour d'autres raisons. Les conclusions ici sont vraiment basées sur un cycle de vie et les impacts environnementaux par rapport à l'extraction et l'utilisation et la fin de vie des produits. Et encore une fois, donc ici encore c'est une comparaison pour les matériaux, le même matériau, donc pétrosourcé en rouge, biosourcé en vert, différents types de polymères. Et ce qu'on voit, c'est que deux choses. Un, même pour un même produit, qu'il soit ici pétrosourcé ou biosourcé, il y a énormément de variations dans l'empreinte carbone de sa fabrication. Parce que ça va dépendre du type de procédé, ça va dépendre du mix énergétique qui a été utilisé, ça va dépendre, dans le cas du biosourcé, de la source de carbone qui a été utilisée. Donc, il y a beaucoup de variations, puis l'étiquette pétro ou biosourcé ne vient pas donner la conclusion en soi. On voit aussi qu'il peut en effet avoir un potentiel de réduction d'empreinte carbone du côté du biosourcé. Puis si on faisait une moyenne bête là, des études,
en effet, l'empreinte carbone ici du côté vert serait un peu plus faible que l'empreinte du côté rouge. Donc, on peut penser que avec le développement des technologies et avec l'utilisation d'une énergie propre et de la bonne source de carbone entrant, donc on va y revenir, mais donc pas une source qui pourrait être alimentaire ou qui a généré une déforestation, on pourrait tendre à des avantages d'un point de vue changement climatique vers le biosourcé. Ici, je vous montre une comparaison où on va regarder donc le biosourcé et le biodégradable ensemble. On vient comparer, c'était une étude qui a été faite déjà il y a quelques années pour une assiette en polystyrène expansé, comparée avec deux types d'assiettes en bagasse, donc biosourcé, et une assiette de carton, comparée avec une assiette réutilisable. Donc ici, ce n'est pas des emballages, mais c'est un matériau à usage unique versus réutilisable. Puis on regarde les changements climatiques et la qualité des écosystèmes. Et on voit que l'assiette de polystyrène expansé va avoir une meilleure performance. Bon, ici, c'est assez comparable à l'assiette de carton pour changement climatique, mais côté qualité des écosystèmes, une meilleure performance que les autres alternatives. Je vais apporter une nuance ici, particulièrement pour les emballages, c'est qu'à l'époque où a été faite cette étude, et encore maintenant, il n'y a pas une bonne intégration des impacts potentiels des plastiques qui seraient émis dans l'environnement. C'est quelque chose d'assez récent, c'est le sujet phare de mes travaux, et on est maintenant capable de le quantifier, du moins avec des premières méthodes, ce que je vais vous montrer dans la prochaine diapositive. Donc, ces conclusions-là ici font référence au cycle de vie, comme s'il n'y avait eu aucune perte vers l'environnement de plastique. Donc, ils font abstraction de la problématique des plastiques dans l'environnement. On voit ici, surtout le polystyrène expansé qui est très léger, peut amener donc à utiliser moins de ressources et c'est ce qui est souvent derrière la meilleure performance dans ce type de comparaison-là, surtout quand on utilise le polystyrène expansé justement dans la comparaison. Prenons en compte, par contre, que le polystyrène expansé, bon, il n'est pas, jusqu'à récemment, en tout cas, il n'était pas recyclable de façon économique au Québec et qu'il y a quand même un haut taux de fuite et de dispersion à l'environnement, donc ce qui n'était pas pris en compte ici. Maintenant, je vous montre une étude similaire, justement, qui a été faite dans un contexte montréalais pour un contenant alimentaire à usage unique qui serait utilisé en extérieur, donc dans un contexte de festival à Montréal où on venait comparer des alternatives très similaires. De la bagasse ici qui était importée de Chine, de la pulpe de bois, un contenant en pulpe de bois qui venait du Québec et qui était fait au Québec, versus le contenant en polystyrène expansé et l'option réutilisable. Et dans ce cas-ci, on venait rajouter en rouge ici les impacts associés à une perte potentielle de cet emballage-là, ce contenant alimentaire, vers l'environnement. Particulièrement élevé si on regarde une utilisation en extérieur où il s'agit que ça soit mal géré, qu'il y ait un coup de vent, en plus on est proche de cours d'eau. Donc ici, on vient voir qu'en prenant en compte ces impacts-là, l'option en pulpe de bois local devient plus avantageuse. Ici, c'est les impacts sur les écosystèmes, mais qui inclut également le changement climatique en bleu ici. Et il y a encore beaucoup d'incertitudes par rapport à bon, combien de cet emballage-là peut vraiment rejoindre l'environnement ou va rejoindre l'environnement. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Et à quelle vitesse va se fragmenter en petits microplastiques ou se dégrader cet emballage-là dans l'environnement. Donc, ici, on a pris des valeurs moyennes, mais si je vous montrais l'incertitude, c'est encore beaucoup plus large. C'est pour garder ça en tête ici quand on compare les options en plastique à usage unique avec leur contrepartie à usage unique dans d'autres matériaux. Donc, pour le biosourcé, des conditions pour le plein potentiel, c'est d'utiliser des matières premières de seconde ou de troisième génération. Donc, des résidus, des déchets, surtout pas des denrées comestibles, qui viennent de pratiques agricoles et forestières améliorées. Donc, il n'y aurait pas causé de la déforestation avec idéalement des certifications ici. Et on veut limiter le potentiel de contamination du recyclage. Puis c'est souvent là où le bas blesse, puisque si on va parler, surtout, moins pour le biosourcé, mais pour le biodégradable, c'est là où ça peut venir causer des enjeux. On veut optimiser l'étape de fabrication avec des procédés évidemment assez matures, qui ne consomment pas trop d'énergie, que l'énergie est propre. On veut éviter qu'ils se retrouvent en site d'enfouissement
Encore une fois, ici, c'est pour le biosourcé qui serait biodégradable pour éviter les émissions de méthane. Et voilà, donc ça, c'est pour les attributs biosourcés. Pour le biosourcé, pour le biodégradable et la compostabilité, donc on va souvent venir évaluer ensemble. Donc ici, c'est le comportement des consommateurs qui va beaucoup influencer la performance environnementale de ces emballages-là. Jusqu'à 28% des consommateurs disaient placer leur emballage compostable au recyclage. Donc, il faut imaginer, ça vient ici enlever tout le bénéfice potentiel d'un emballage qui est compostable. Donc, s'ils ne sont pas triés adéquatement, ça peut venir compromettre l'efficacité du recyclage via de la contamination. Et si ça finit à l'enfouissement, donc si ça va à la poubelle, comme on a dit juste avant, ben, ça peut générer plus d'impact sur les changements climatiques puisque ça va émettre du méthane, contrairement au CO2 qui a été capturé si c'est un matériel qui était biosourcé. Donc, c'est vraiment très conditionnel au contexte. Et puis finalement, souvent, si un attribut biodégradable qui est identifié sur un emballage, ça rend le consommateur beaucoup plus enclin à le laisser dans l'environnement, pensant que c'est comme jeter sa pleure de banane ou son cœur de pomme finalement. Et on ne devrait pas non plus jeter des pleurs de banane en forêt au Québec. Mais donc, ça vient influencer négativement le comportement des consommateurs, aussi sur sa propension à prendre en compte ses déchets et les mettre dans le bon bac. Donc, en termes de plastique et de biodégradabilité, donc on peut avoir l'étiquette plastique biodégradable. En réalité, c'est peu utile dans notre contexte puisque la plupart des plastiques biodégradables ne vont pas se biodégrader plus vite que le plastique pétrosourcé et non biodégradable dans un contexte environnemental, donc dans le milieu aquatique, marin, ni même dans un composteur à la maison. On va vraiment parler plutôt de biodégradabilité là où il y a les installations industrielles qui permettent cette digestion-là. Et c'est encore peu courant et ce n'est pas forcément implémenté dans nos contextes. Donc, finalement, le biodégradable est très limité par rapport à son potentiel. À part pour certains plastiques biodégradables, PHA et TPS, qui, eux, vont avoir montré une meilleure biodégradabilité en milieu environnemental. Donc, dans des conditions, encore une fois, quand même, ici, c'est plutôt chaud, c'est pas l'océan Atlantique Nord, mais on peut voir quand même plus de potentiel de biodégradabilité ici. Voilà. Finalement, donc pour l'attribut compostable, est-ce qu'il y a vraiment un potentiel de réduction de l'empreinte? Pas tellement. Il n'y a pas un très bon prédicteur puisque le crédit environnemental qui est associé au fait qu'on pourrait produire un amendement, donc associé au compost, il est très faible par rapport à l'énergie ou la matière supplémentaire qui a dû être investie pour produire un emballage qui serait compostable. Et souvent, la même alternative non compostable, avec une bonne fin de vie bien gérée, va être plus bénéfique que la version compostable. Pour aller chercher son plein potentiel, si on voulait aller dans le sens quand même d'un emballage compostable, il faudrait aller vers une utilisation multiple, donc pas à usage unique, ou un contexte où l'emballage biodégradable aura un très haut risque de se retrouver dans l'environnement. Si c'est un emballage compostable et que oui, lui, il a plus de potentiel de finir en forêt ou en milieu aquatique et qu'il est vraiment biodégradable, à ce moment-là, on peut voir que peut-être ça serait mieux. Ou dans un cas où on aurait des sites d'enfouissement avec captation du méthane, ça pourrait aussi venir améliorer la performance de ces emballages-là compostables, biodégradables, puisque ça voudrait dire que même s'ils se retrouvent en site d'enfouissement, il y aurait une captation et une valorisation du méthane qui est produit. Pour l'instant, ce n'est pas le cas ici. Et bien sûr, on aurait besoin d'une fin de vie optimale, donc un tri amélioré. Donc ça a déjà été dit, c'était pour vous montrer un autre exemple ici de voir que c'est vraiment les émissions de méthane à la fin de vie qui peuvent être plus impactantes que
que les émissions qui ont été captées lors de leur production. Et si on veut placer en ordre les choix de fin de vie pour un emballage qui serait biodégradable ou compostable et qui peut être recyclable, ça serait le recyclage en premier. Ensuite, une incinération avec valorisation énergétique, puis un compostage et finalement l'enfouissement. Donc, les constats finaux par rapport à ces attributs de compostable et biodégradable. Donc, ça amène de la confusion, un tri inadéquat. Seulement 20% des consommateurs savent que compostable nécessite des installations industrielles. Et comme on a dit, jusqu'à 28% des consommateurs, eux, ils mettent ça au recyclage. Il faudrait donc mieux communiquer sur l'emballage, quoi faire à la fin de vie de l'emballage ou potentiellement reconnaître que dans le contexte actuel, ces attributs-là ne permettent pas pour l'instant d'aller chercher des gains significatifs parce que si les conditions de succès sont non réunies, il y a une perte de pertinence pour ces attributs. On passe maintenant à l'attribut local. Le lieu de provenance peut être un paramètre important par rapport à l'emballage, mais pas pour la raison qu'on pense. Souvent, on va penser que ça va vouloir dire moins de transport, donc une meilleure performance environnementale. Oui, en réalité, mais le gain n'est pas si important de ce côté-là. Ça va souvent être moins de 10% de l'impact de l'emballage qui va provenir du transport. Par contre, ça va être l'électricité utilisée dans le lieu où l'emballage est fabriqué qui va être important. Et ça va être important de façon proportionnelle, pas proportionnelle, mais donc variable selon le type de matériau. Ça va être très important pour l'aluminium, ensuite le verre, le plastique et finalement le papier carton. Et un aluminium québécois, ça serait clairement une meilleure alternative, mais il semble qu'il n'y ait pas d'aluminium québécois présentement disponible sur le marché pour de l'emballage ou dans les emballages alimentaires. Si on regarde ici les mix énergétiques ou la concentration de carbone associée au mix énergétique, on voit qu'au Québec et en Ontario, on a des beaucoup plus faibles émissions en termes de gaz à effet de serre que dans d'autres régions, typiquement la Chine et la région autour des Grands Lacs ou en Inde, par exemple, où là, on a des mix électriques beaucoup plus carbonés. Au Canada, on importe des emballages principalement de ces pays-là. Donc, beaucoup avec des mix électriques très carbonés. Par contre, pour ceux qui viennent de la Suisse ou du Canada, en moyenne, c'est plutôt bon. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui vient guider le choix de la provenance des emballages, des emballages alimentaires. On peut venir choisir des endroits avec des mix électriques plus propres. Pour l'atout réutilisable, l'attribut, pardon, donc c'est un attribut intéressant. Il faut surtout qu'il soit réutilisé. Donc, la performance environnementale des emballages réutilisables va directement dépendre de combien de fois ils vont en réalité être réutilisés. Vous pouvez penser à vos sacs d'emplettes réutilisables que vous avez à la maison. Est-ce que vous avez peut-être une armoire où ils s'empilent et ils sont peu utilisés ou vous avez des bonnes pratiques et vous les utilisez régulièrement et ils ont peut-être atteint leur nombre d'utilisation minimale pour devenir égal à la performance d'un sac à usage unique pour chaque utilisation. Ici, on regarde différentes alternatives entre justement soit un usage unique en plastique jetable avec différentes alternatives selon si c'est une paille, un sac à sandwich, une tasse à café ou des fourchettes et le nombre d'utilisations minimales requises pour que finalement, pour chaque utilisation, la performance environnementale ait été réduite. On voit que dans certains cas, on ne va jamais atteindre le nombre minimal d'utilisation parce que le lavage va peut-être être tellement intensif que ça va venir diminuer tout potentiel d'amélioration de la performance, notamment pour tout ce qui a besoin d'être lavé à la main de façon difficile, une paille en silicone, les sacs à sandwich en silicone ou en cire d'abeille qui ne se mettent pas au lave-vaisselle, par exemple. Donc, ça va vraiment dépendre du nombre d'utilisations qui est faite. Et ce qui est important, donc, à garder en tête, c'est que, donc, la distance et le mode de transport aussi qui est utilisé pour se procurer, retourner, remplir ou nettoyer l'emballage réutilisable va être très important.
Dans l'étude ici qui avait été faite, on avait évalué pour un contenant alimentaire là, en différents matériaux et en réutilisable un voyage de 5 miles, donc environ 7 km, une distance qui était faite selon différents véhicules et ça venait enlever tous les bénéfices potentiels associés au fait que le contenant était réutilisable. Donc, oui, le réutilisable, mais il faut que ça soit intégré dans un voyage à l'épicerie qu'on aurait fait de toute façon. Il ne faut pas pouvoir aller prendre sa voiture tout seul pour aller retourner son contenant alimentaire. On a tout perdu. Ou on peut le faire sinon en voiture ou en vélo, et là, on maintient le même gain dû à la réutilisation. On veut avoir des systèmes idéalement, dans le cas d'un lavage, donc un système centralisé où le transport en camion de milliers de contenants pourrait être efficace, mais c'est vraiment un transport individuel d'un contenant qu'on veut éviter. Donc, ce qui est important, c'est le nombre d'utilisations et le lavage. Lavage inefficace peut faire en sorte aussi qu'on vient plutôt favoriser une option à usage unique. Donc, il faut juste le laver de façon efficace, idéalement au lave-vaisselle, et une logistique de lavage, donc optimisée. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vois le temps qui file. Vous aurez sûrement accès de toute façon plus tard aux graphiques si vous voulez les étudier. Mais ici, on vient regarder le nombre d'utilisations minimales que ça prend avant de venir rencontrer une performance égale. Donc, tout à fait accessible, hein, des utilisations de 20 fois, 30 fois, 40 fois, selon le type de tasse ici à utiliser. Et on voit qu'avec un lavage écologique, on vient encore plus diminuer ce nombre de réutilisations nécessaires pour atteindre le même niveau d'impact. Le contexte canadien et québécois est plutôt favorable en ce sens-là, puisque si on a des matériaux produits ou transformés localement, ça va présenter des performances environnementales avantageuses grâce à notre hydroélectricité. Par contre, on a des défis de contamination, même si on a un niveau de participation à la collecte sélective qui est élevé, et on a des taux de recyclage moins élevés encore qu'en Europe. Ça donne donc toutes les conditions favorables pour une utilisation de contenus recyclés plutôt que de matières recyclables. Pour la fin de vie, il y a peu d'incinération, encore moins avec valorisation énergétique. On a beaucoup d'enfouissement, ce qui vient particulièrement être sous-optimal pour les emballages biosourcés, biodégradables, qui ne seront pas bien triés. Donc vraiment ici, ça dit biosourcés, mais et biodégradables, qui ne seront pas bien triés. Donc, je termine avec les limites de l'analyse, puis les grands messages à retenir. Donc, les limites, c'est que, bon, l'analyse du cycle de vie se repose sur les données qui sont disponibles en avant-plan. Des fois, elles vont être incomplètes, elles vont dater de quelques années ou elles vont être confidentielles et difficiles d'accès. Donc, il faut garder ça en tête. Les conclusions sont souvent limitées à un certain contexte, au contexte de l'étude. Elle va dépendre de certains paramètres clés, certains choix qui ont été faits dans la modélisation. Donc, c'est pour ça que parfois, une étude va vraiment varier d'une à l'autre parce que le contexte ou les choix auront été légèrement différents. Et même si plusieurs études citées dans ce travail n'étaient pas spécifiquement adaptées au contexte canadien ou québécois, on les a quand même utilisées quand on croyait que la plupart des conclusions demeuraient applicables à notre contexte. Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Beaucoup d'informations qui vont dans un sens et dans l'autre, les grandes lignes sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc, de un, si on a un aliment à forte empreinte environnementale comme la viande et les produits laitiers, on veut favoriser la fonctionnalité et la conservation en priorité absolue. Le contenu recyclé, c'est l'attribut qui a le plus de chances de réduire considérablement l'empreinte environnementale d'un emballage. Les attributs recyclables, compostables, biodégradables et biosourcés ne sont pas nécessairement associés à une empreinte environnementale plus faible. Et les emballages réutilisables sont très prometteurs, autant qu'aucun transport individuel en voiture est nécessaire en plus pour cet emballage-là, particulièrement dans sa chaîne logistique. Ce qui n'est pas consommé à la maison a plus de risque d'être mal trié. Donc, c'est là où on pourrait venir privilégier des emballages à faible empreinte de fabrication et de distribution, comme des plastiques conventionnels. Et ils sont assez performants dans un contexte où la fin de vie est peu optimisée, sauf si c'est un usage qui a des grandes possibilités de fuite vers l'environnement.
à ce moment-là, on veut venir ici plutôt favoriser quelque chose qui serait compostable ou biodégradable en milieu environnemental. Donc, contrairement aux perceptions, le transport n'est pas si important que ça dans l'empreinte complète de l'emballage, mais l'intensité carbone du mix électrique où l'emballage est produit va être important. Et ces conclusions-là, bien sûr, ne sont pas une finalité en soi. C'est du cas par cas ultimement. Il faut bien connaître les conditions existantes et on a généré ces conclusions dans le cadre des conditions actuelles au Québec et au Canada. Et dans ce contexte-là, recyclables, biosourcés, compostables, biodégradables sont porteurs de potentiel, mais ils requièrent des conditions spécifiques pour atteindre leurs performances visées qui ne sont pas pour l'instant réunies dans le contexte actuel. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour la suite? Donc, bien sûr, maximiser un tri et un recyclage efficace comme condition importante pour l'atteinte du plein potentiel de plusieurs options d'emballage. On pourrait se baser aussi sur un système de pointage environnemental simplifié, comme le PEF en Europe, ou une déclaration environnementale de produits, qui sont des outils plus rigoureux et plus pertinents pour communiquer une performance environnementale, plutôt qu'un contenu de matière recyclée ou un potentiel de recyclabilité, par exemple. Et la standardisation et la simplification des matériaux plastiques disponibles dans le secteur de l'emballage, c'est une voie d'avenir. Donc, d'aller vers le monomatériau, un minimum d'additifs et une transparence pour qu'on puisse bien évaluer la performance environnementale des emballages alimentaires à base de plastique. Et voilà, c'était la liste de références si vous voulez aller consulter les études derrière. Et sur ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci, Anne-Marie. C'est beaucoup, beaucoup d'informations Oui. à bien digérer. Il y a des petites questions, fait qu'on va y aller rapidement pour me garder une minute pour moi vous poser mes 3 questions. Donc, Anne-Marie, ça, c'est une question de ma part rapidement, peut-être plus une demande de précision. Dans le rapport de l'UNEP que tu as présenté au début, lorsqu'on dit que des aliments, peut-être de la viande et compagnie, on veut éviter le gaspillage alimentaire à tout prix. J'imagine qu'on ne veut pas renvoyer l'image d'utiliser des techniques de suremballage, mais plutôt de s'assurer que l'emballage qu'on utilise va conserver l'aliment puis va éviter des pertes puis des gaspillages alimentaires. Oui, c'est ça, c'est qu'on veut pas ici que dans une optique d'éco-conception d'emballage, on vienne potentiellement euh, réduire ou mettre en péril la conservation de l'aliment. Donc, c'est là où finalement le plus de précaution est nécessaire par rapport à minimiser les pertes alimentaires, par rapport à venir optimiser l'emballage, puisque le gain va être très faible par rapport au risque potentiel de venir augmenter la performance environnementale totale du produit emballé avec son emballage inclus. Je comprends parfaitement. OK, dans le fond, les questions qu'on avait, justement dans la même étude, on va parler d'aliments un petit peu plus périssables rapidement, fait que la viande. Est-ce que les aliments congelés comme le frais, dans quelle catégorie ça se retrouverait? Hmm. Excellente question. Je pense que ça serait dans la deuxième catégorie des fruits et légumes, euh, mais le premier des fruits et légumes. Donc, les fruits et OK, légumes qui sont préparés, en fait. parfait. Dans la diapositive numéro 15, qui est entre le recyclable et le recyclé, là, la différence entre les deux attributs, est-ce que les conclusions sont limitées à une allocation en fin de vie cut-off? Versus le recyclable et le recyclé, il faudrait que j'aille voir ou que je consulte mes collègues qui ont regardé ça. Je pense que les conclusions ne sont pas limitées juste à ça. C'est peut-être ça qui a été utilisé, mais je pense pas que ça dépend seulement de la, comment on appelle ça, la clé d'allocation qui a été utilisée. Je pense que de toute façon, il y a aussi le fait du bénéfice que euh, il y a une grande incertitude pour un contenu recyclable par rapport à ce qui va vraiment se produire. Mais plus spécifiquement, on pourrait aller voir avec des collègues là, pour cette étude-là, quelle clé exactement d'allocation était utilisée. Prochaine question. Lorsqu'il s'agit d'un même matériau, le recours à un contenu recyclé est-il toujours plus avantageux, même s'il provient de plus loin, comparativement à un emballage fabriqué Hmm. localement avec de la matière vierge? C'est une excellente question, puis malheureusement, je ne peux pas répondre sans savoir
de quel matériau on parle, de où il proviendrait, donc ça serait quel mix énergétique, par rapport à quel matériau non recyclé ici. Donc, on n'a pas pour cette question-là, je pense, une réponse toute faite et c'est là où on doit creuser. Puis je dis, même si vous me donniez toutes ces réponses-là, je ne le saurais pas forcément d'emblée parce qu'il faudrait aller voir mais de quel mix énergétique on parle, de quel type de matériaux pour pouvoir le comparer. Donc, c'est là où, malheureusement, on arrive dans le cas par cas. Puis, ça se peut qu'il y ait, en effet, certains attributs qui seraient bénéfiques. Par exemple, même on l'a vu quand on avait l'emballage en bagasse de Chine, la performance environnementale était très faible parce que les impacts étaient très élevés. Donc, oui, on pourrait penser à un autre matériau ici qui serait vierge, mais qui aurait été fabriqué localement, qui pourrait peut-être avoir une meilleure performance. Tout ce que j'entends, c'est pistes de nouveaux projets. C'est ça que j'entends dans la réponse d'Anne-Marie. Malheureusement, il y a d'autres questions. Je vais vous répondre par courriel pour ceux qui sont là. J'irai tout de suite à rapidement mes 3 petites questions que je voulais vous poser. Donc, merci Anne-Marie de ton partage pour cette recherche-là. Je vous partage Avec mon écran plaisir. présentement. Je vais attendre que ça apparaisse. Je vous invite à aller soit vous ouvrir une nouvelle fenêtre ou sur vos téléphones cellulaires sur le site menti.com, donc menti.com. Ça va vous demander un code que j'essaie d'afficher en haut. Est-ce que vous voyez mon code en haut? Ici. OK. Donc, le 2813-4601. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous afficher la question présentement, puis vous allez pouvoir sélectionner la réponse que vous préférez. Donc, pendant que les gens se connectent, je vais poser rapidement la question. Suite aux résultats de ce qu'Anne-Marie vous a présenté présentement dans la dernière heure, quel outil serait le plus pertinent pour vous aider à appliquer ces recommandations-là dans vos entreprises? Donc, est-ce qu'on parle de un arbre décisionnel interactif disponible sur le site web qui pourrait vous dire, OK, en fonction de mon entreprise, est-ce que j'ai justement un take-out? Est-ce que quel genre d'aliments j'emballe qui va vous envoyer vers des recommandations à garder en tête? Est-ce que c'est des fiches pratiques par type d'emballage ou par secteur? Un guide visuel, que ce soit web ou PDF, sur les attributs environnementaux avec les recommandations qu'on a parlé dans la dernière heure, une grille d'évaluation ou même des formations attitrées pour chacun. Fait que je vous laisse quelques instants pour répondre à cette question-là. Et je ne vais pas réagir, ça va juste m'aider à planifier les prochaines étapes. En espérant qu'il y en a un qui ressort plus que les autres. Hein? On les veut toutes. Oui, c'est ça. Tout ça, toutes les réponses, Valérie. Parfait. Faute de temps, je vais aller à la prochaine question. Donc, selon vous, quel type de décision est le plus difficile pour vous actuellement lorsqu'il est question de choisir un emballage à impact réduit? Est-ce que c'est de choisir la bonne matière selon le contexte, d'évaluer réellement les impacts environnementaux comme on vient le voir, de comprendre les règles, d'éviter l'éco-blanchiment, la perception de vos clients, de comparer 2 produits qui semblent équivalents ou peut-être autre réponse que je mettrais tous ensemble dans une même catégorie? Hmm. C'est parlant, hein? C'est d'évaluer réellement les impacts environnementaux. Donc, j'espère que la réécoute ou le partage de ce qu'Anne-Marie a fait va nous aider vraiment à mieux cibler quels impacts on devrait prioriser. Et je vais aller à la dernière parce que j'ai déjà dépassé 2 minutes de votre temps. Quels éléments retenez-vous le plus clairement ou qu'est-ce que vous allez appliquer dans vos organisations? Qu'est-ce que vous retenez en fait en 2, 3 mots là? Moi, je peux dire que ce que je retiens ouais. Ce que je vais retenir beaucoup de ce travail-là avec Anne-Marie, c'est de voir tous ces attributs-là comme un tout et non pas une catégorie en soi à privilégier. Donc, la fin de vie, favoriser la recyclabilité. Non, le contenu recyclé. Oui, c'est ça. Analyse complète, ouais, recycler, recyclable. Recyclé. En fait, quand on favorise le contenu recyclé, on favorise aussi la recyclabilité parce que c'est une roue, là, c'est quelque chose qui marche un avec l'autre. Exactement, mais il faut tirer plus d'un bord que de l'autre. Oui, c'est ça. Meilleure communication consommateur, un gros travail pour communiquer pourquoi c'est toujours pas la bonne idée.
Ben, la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez partager l'enregistrement pour que les gens puissent l'écouter. Favoriser le contenu recyclé. Bon, ben merci beaucoup de vos réponses, vraiment. Merci Anne-Marie, merci Sophie pour cette rencontre. Puis on se retrouve pour des prochaines étapes dans les prochaines semaines, les prochains mois. Bonne journée à tous. Merci de votre Merci Valérie pour participation. l'organisation.